Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je préfère prévenir d'avance, il fait sombre, le soleil est en train de taper dans ma chambre, donc j'ai dû baisser les volets. Et je sais pas si vous entendez, mais en fait, la ville a décidé de couper des arbres dans le bois à côté de chez moi, donc ça fait du bruit. Voilà. Ok, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Dans ma boule de cristal, les vidéos de divination où je vous présente un art divinatoire par ordre alphabétique. Et aujourd'hui on va continuer dans les C. Et l'art divinatoire du jour, c'est la catoptromancie. Alors, comme d'habitude, je suis allée chercher un petit peu l'étymologie du terme pour qu'on essaye dans un premier temps de comprendre un petit peu de quoi ça parle. Ça nous donne déjà un premier ordre d'idée. Donc, catoptromancie, ça vient, donc le terme catoptro de katoptron, qui est du grec ancien et qui signifie miroir. Donc, on se doute que ça a un rapport avec les miroirs. On nous explique sur Wikistionnaire que c'est une sorte de divination qui se pratiquait au moyen d'un miroir, parfois placé derrière la tête d'un enfant aux yeux bandés. Donc on est d'accord, on est sur un art divinatoire qui utilise comme support un miroir. Sur le site cnrtl.fr, on apprend que c'est une divination qui se pratique en regardant dans un miroir ou dans un corps brillant ou poli. Donc là, on n'est plus seulement sur miroir, on est sur tout simplement un support brillant ou poli, en tout cas quelque chose qui reflète la lumière ou qui reflète quelque chose tout du moins. Sur le site internet universalis.fr, on a deux citations de livres. La première citation vient du livre Spéculaire et spectaculaire littérature et psychanalyse de Marie-Claude Lambotte. Et dedans, on nous dit « Chez les Grecs d'abord, puis durant tout le Moyen-Âge, la catoptromancie était si fortement utilisée que le miroir fut considéré comme étant un symbole de sorcellerie. » Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve très souvent, le miroir associé à la sorcellerie, le fait que ce soit par exemple un passage entre les mondes. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il me semble que Édition Danaé avait sorti un livre sur le miroir de la sorcière, donc l'utilisation du miroir dans la sorcellerie. La deuxième citation de livre, ça vient du livre Divination de René Allot, et on nous dit suivant les procédés fondés sur un état hypnique ou hallucinatoire, obtenu de diverses manières, soit par le sommeil, naturel ou artificiel, soit par la transe, qu'elle soit provoquée par des moyens psychiques ou sensoriels, comme la fixation d'un objet brillant, cristallomancie, hydromancie, c'est-à-dire divination par l'eau, ou catoptromancie, divination par le miroir. Donc là, on nous donne, dans un seul et grand groupe, on nous donne la cristallomancie, l'hydromancie et la catoptromancie, en nous spécifiant que c'est un art divinatoire qui fonctionne par la fixation d'un objet brillant. On va avoir à plusieurs reprises dans les sources que j'ai une mention de l'hydromancie ou de la cristallomancie. Aujourd'hui, je ne vais pas développer ces arts divinatoires là puisque ça fera l'objet de vidéos. Nous, on va vraiment se concentrer sur la catoptromancie. Alors du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu quelles étaient véritablement les origines de cet art divinatoire là, jusqu'où on peut remonter en fait au niveau de l'histoire, quelles sont les premières fois que ça a été utilisé. Sur le site angéline.fr, on nous dit que c'est une technique qui a été utilisée sous diverses formes, ce depuis la haute antiquité. Et sur le site laboutiquecurieuse.com, on nous dit que les plus anciennes références de la catoptromancie remontent à la Grèce et à la Rome antique où c'était un art divinatoire qui était couramment utilisé. Sur angéline.fr, on rajoute que on pouvait retrouver des bribes d'histoires autour de la catoptromancie en Mésopotamie ou encore en Chaldée, que l'empereur Didius Julianus lui-même avait des pratiques à peu près similaires. On retrouve aussi des traces de l'utilisation de la catoptromancie durant la Renaissance. On nous dit même que c'était une technique qui pouvait être utilisée par des peuples du monde oriental, où en fait ils utilisaient cette méthode pour voir des archanges ou des anges apparaître. Au niveau de la technique, on nous a expliqué que ils parfumaient le miroir, jeûnaient pendant 7 jours et ensuite suite à cela, ils étaient en état de voir un enfant, une vierge, des anges, etc. Donc on retrouve l'aspect finalement un petit peu hallucinatoire qu'on avait également sur universalis.fr, puisque le fait effectivement de jeûner
d'autant plus pendant autant de temps, effectivement tu peux plus facilement avoir la possibilité de voir des choses. Sur la boutique curieuse.com on nous dit que les Romains utilisaient des miroirs mais concaves pour en fait concentrer la lumière émise par la lune et les étoiles parce qu'ils étaient persuadés que les formes qui étaient données par ces lumières-ci étaient des messages adressés par les dieux afin de révéler le futur. Actuellement, d'après le site angéline.fr, l'art divinatoire de la catoptromancie est encore utilisé en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est véritablement du support, toujours sur le site angéline.fr, on nous dit que les voyants utilisaient des miroirs fabriqués en métal poli qui reposaient sur une base faite en or, en argent, en bronze ou en cuivre. Toujours sur le site angéline.fr, on nous fait mention du miroir noir, appelé également miroir des sorcières. On nous dit que c'est un miroir classique, mais dont la surface lisse est noire. Aussi utilisé pour percevoir différents éléments du futur, par ailleurs permet aussi d'en savoir davantage sur les vies antérieures. C'était utilisé également pour entrer en contact avec les esprits, et ça permet de communiquer avec les morts et les esprits guides. Le miroir noir, on y fait mention aussi également dans le grand livre des arts divinatoires, mais on y reviendra après. Pour ce qui est de la méthodologie, sur le site angéline.fr, on nous donne une petite indication. On nous dit 2 jours avant la divination, il faut penser au problème et ne pas essayer mentalement de trouver une solution. Il ne faut pas penser aux éventuels obstacles que vous êtes susceptibles de rencontrer et le jour de la divination, il faut s'installer dans un lieu calme où on sait qu'on va pas être dérangé et tracer la représentation de la question que vous voulez poser sur le miroir. Là j'avoue j'ai un petit peu du mal à visualiser la chose dans le sens où je vois pas trop comment on peut représenter la question. Je sais pas trop. Pour représenter la question, on nous dit par exemple d'utiliser un pinceau qu'on aurait trempé dans de l'huile végétale et qu'ensuite on devait entrer dans une phase méditative avant de regarder le miroir sans chercher à voir de choses en particulier. Il faut laisser les formes se dessiner dans le miroir et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire une demande mentale avec exactitude. Lorsque la séance prend fin, vous pouvez écrire tout ce dont vous vous rappelez et qui peut avoir un sens. Alors j'avoue que cette méthode est excessivement floue, dans le sens où je comprends le concept, je comprends comment vous fonctionnez, mais j'ai un peu du mal à visualiser ce qu'on est censé voir en fait finalement. Sur la boutique curieuse.com, on nous donne aussi également une méthodologie. On nous dit que dans un premier temps, il faut choisir un miroir avec lequel on a déjà une première connexion, avec qui on se sent proche ou qu'on apprécie un peu plus que d'autres. Mais il faut pas qu'il soit trop imposant ou trop lourd, parce qu'il faut qu'il soit facile à manipuler en fait. On nous dit qu'il faut purifier le miroir. Alors sur le site La Boutique Curieuse, on nous parle de sauge blanche et de palo santo. C'est un nom catégorique. Il y a beaucoup d'autres méthodes pour purifier des objets ou un lieu, donc ça on évite, on connaît toute la controverse à ce sujet-là. Mais dans un premier temps, il faut purifier le miroir par la méthode qui vous convient. Ensuite, vous vous installez confortablement, à nouveau dans un lieu calme où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Il faut donc prendre le miroir en main, fermer les yeux, prenez le temps de faire le vide et de vous détendre totalement. Lorsque vous vous sentez prêt, concentrez-vous sur votre question ou sur le problème que vous rencontrez. Ensuite, on nous dit, ouvrez les yeux et plongez votre regard dans le miroir, ne cherchez pas à voir, au contraire, laissez votre regard dans le vague, votre vue se brouiller et laissez les formes, les images se présenter à vous. Donc en fait, à nouveau, on retrouve cet esprit de il ne faut pas forcer quelque part la vision, il faut attendre qu'elle vienne plus ou moins à nous. Et on rajoute, lorsque vous aurez terminé, prenez soin de noter tout ce que vous aurez perçu pendant votre séance, les couleurs, les formes, les symboles, ainsi que les émotions que vous aurez ressenties. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est la première fois qu'on y fait mention. Toutes ces choses-là ont leur importance. Prenez ensuite le temps d'interpréter les messages reçus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Si vous avez reçu ces messages, c'est que vous êtes en mesure de les comprendre. Servez-vous de vos connaissances en symbolisme tout autant que votre intuition. Donc à nouveau, le fait qu'en fait il y ait des symboles et des interprétations, moi ça me fait encore en fait à nouveau un peu penser à la caféomancie où il faut interpréter les formes du marc de café, etc., etc. On va passer aux différents livres. Et pour cette vidéo, en termes de sources pour les livres, j'en ai 3. J'ai donc Mon Fidèle Voyance Code,
J'ai le petit livre, celui-ci, donc Divination, Voyance, Prophétie et Messages, et le dernier c'est le grand livre des arts divinatoires, et tous ces livres-ci je vous les avais présentés dans la vidéo ma bibliothèque de sorcières spéciale divination. Je vous mettrai le lien dans le petit si jamais ça vous intéresse. Alors, on va commencer par le petit livre Divination. Et en fait, la catoptromancie est rangée sous la catégorie de ce qu'appelle le livre la scrutation. C'est-à-dire qu'en fait, dans la scrutation, il va y intégrer la cristallomancie, il va y intégrer techniquement l'hydromancie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et du coup également la catoptromancie. On nous dit qu'en fait, ça consiste à se connecter au divin en fixant du regard une surface réfléchissante. Les voyants ont commencé par scruter l'eau, les Égyptiens observaient les flaques d'encre, les Babyloniens scrutaient divers liquides versés dans des bols sacrés, les Hindous utilisaient des bols de mélasse, les Grecs de l'Antiquité faisaient descendre des miroirs dans des puits et des sources sacrées, les Chinois se servaient de miroirs en bronze poli, et les sorcières utilisaient des miroirs noircis ou de l'onyx poli. Nostradamus employait lui un bol en cuivre posé sur un trépied et un grand miroir. Donc là, on le voit quand même, c'est quand même malgré tout une méthode qui a été utilisée un peu partout et un petit peu de tout temps. On nous dit que la forme de scrutation la plus populaire aujourd'hui c'est la cristallomancie, et c'est d'ailleurs souvent pour ça que la catoptromancie est confondue avec la cristallomancie. La cristallomancie va vraiment consister à lire l'avenir dans une boule de cristal, alors que la catoptromancie, on le voit par le nom et par l'étymologie du mot, il est vraiment spécifié que c'est en rapport avec les miroirs. Plus loin dans le livre, on va nous parler de la cristallomancie, donc pour le coup, on reviendra dessus quand on parlera de la cristallomancie. En revanche, on va nous donner juste ici une interprétation des symboles. Et je pense que pour le coup, cette interprétation des symboles, elle peut se retrouver pour la cristallomancie, l'hydromancie, mais aussi la catoptromancie. Donc on nous dit, vous avez interprétation des symboles, interprétation des nuages, interprétation des événements. Par exemple, si jamais vous avez un symbole qui apparaît à gauche, c'est que l'événement est réel. S'il apparaît à droite, c'est que l'événement est plus symbolique. Pour ce qui est des nuages, si le nuage est blanc, c'est la chance. Si le nuage est rouge, c'est que c'est un danger. Dans l'interprétation des symboles, si vous y voyez une couronne, ça signifie gloire et responsabilité. Si vous y voyez un nénuphar, ça signifie la créativité. Là, je vous ai donné une petite liste exhaustive, mais il y a beaucoup plus d'interprétations. Dans le livre Voyance Code, par contre, c'est vrai que c'est assez marrant, mais en fait, pour lui, la catoptromancie, donc c'est de la divination à l'aide de miroirs et d'autres surfaces lisses à effectuer un jour de soleil. Donc là, apparemment, le moment de la journée où le temps, le climat en tout cas, est important, puisqu'en fait, on va nous parler plus techniquement d'hydromancie, on va nous dire remplissez une grande bassine d'eau, posez-la à l'extérieur de la maison ou devant une fenêtre. On nous explique que les devins du Moyen-Âge contemplaient par exemple des lacs totalement calmes, et ensuite on va nous donner des interprétations, mais en rapport avec du coup de l'eau. Donc pour le coup, on y reviendra, je pense, plus tard quand je ferai l'hydromancie. Du coup, pour finir, il nous reste ce petit livre. Et là, c'est marrant, il s'agit de la dernière méthode de divination du bouquin, et il y a pas mal de choses à dire. Je vous en parlais d'ailleurs au début de cette vidéo, et je vous disais qu'en fait, on fait aussi également mention du miroir noir, donc le miroir de la sorcière, dans ce livre. Dans un premier temps, on nous dit que la catoptromancie, donc c'est la divination dans les miroirs, et que c'est une technique ancienne à laquelle on a accès tous les jours techniquement. On nous dit que pour devenir adepte, il faut utiliser un miroir noir, un écran d'ordinateur éteint, ou alors un miroir classique. Là, je trouve ça super intéressant qu'en fait, ils utilisent techniquement un outil technologique très moderne et très récent, donc l'ordinateur, et le fait de se dire qu'en réalité, du coup, ça signifie que c'est à la portée de tout le monde finalement. Et qu'on n'est pas obligé d'acheter un miroir noir ou d'avoir un miroir vraiment spécialement fait pour la divination, etc. Du coup, pour ce qui est du miroir noir, appelé aussi également miroir magique dans le livre, on nous dit que c'est un disque d'obsidienne polie qui a été utilisé pour la divination à l'ère aztèque. Donc ça remonte encore beaucoup plus loin. On rajoute que le savant et astrologue élisabétain John Dee en avait un qui venait soi-disant d'une statue du dieu aztèque Tezcatlipoca. Voilà, je vous le note parce que j'arrive pas à le prononcer, dont le nom signifie miroir fumé. Donc ce John Dee, il utilisait son miroir appelé Shoe Stone
pour se connecter avec le royaume des anges et des esprits au travers de la transe du médium Edward Kelly. Donc là on retrouve un aspect encore un peu de transe, un peu hallucinatoire. En gros, leur méthode, c'était les deux hommes regardaient dans un miroir d'obsidienne noire, dit poser les questions, et Kelly, lui, il relayait les réponses. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on nous explique qu'on peut fabriquer techniquement notre propre miroir noir en utilisant un cadre photo. C'est très simple, en fait vous retirez votre cadre, vous enlevez par exemple le petit papier qui est avec, ce qui fait que vous avez que le fond. Vous nettoyez le verre, vous purifiez le tout, alors de la méthode qui vous convient. Là on nous dit par exemple en visualisant une lumière blanche courir sur toute la surface de gauche à droite pour purifier. C'est une méthode. On nous explique que du coup il faut peindre un côté donc le fond avec plusieurs couches de peinture noire. Très important, il faut que la peinture ait un aspect mat. Ensuite évidemment on laisse sécher et ensuite on remet notre cadre de manière classique avec donc la vitre par-dessus. Ce qui fait qu'en fait ce qui va refléter ça va vraiment être le verre en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que la peinture soit mat derrière pour éviter qu'il y ait des problèmes en fait de réflexion avec une peinture qui peut accrocher un peu la lumière. On rajoute que peu importe si on utilise un miroir noir, un écran d'ordinateur fixe ou portable, il y a deux façons de lire dedans. La première, c'est simplement on s'assied devant le miroir ou l'écran, de manière en fait à ce qu'on puisse voir notre reflet dedans. En regardant notre reflet, on pourrait voir notre image se mettre à changer, notre visage se transformer de différentes façons, ou bien discerner des formes émergentes de l'espace autour de notre visage. Ça c'est la première méthode, simplement, très simple, on se met devant, voilà. La deuxième méthode, c'est s'asseoir avec l'écran ou le miroir de côté, donc côté que vous choisissez, droite ou gauche, de tel que vous puissiez le voir, mais sans vous réfléchir dedans. Donc par exemple, si je le mets en fait comme ça, là, de biais, peut-être que vous voyez ma main pour que... Voilà. Là par exemple, si je me mets comme ça, je me vois pas en fait dans le miroir, mais par contre ça va refléter quelque chose par là, et donc là je pourrais peut-être interpréter des symboles, des formes et ce genre de choses. Ensuite, on nous donne vraiment toute une méthodologie sur lire dans un écran, et ça, je trouve ça vraiment très très cool. J'apprécie vraiment quand en fait, on retrouve souvent de la modernisation de pratiques spirituelles ou de sorcellerie, parce que ça va vraiment en fait rajouter un peu la sorcellerie dans notre quotidien, ou plutôt l'inverse, si on veut dire, rajouter notre vie profane dans notre vie de sorcière. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Donc pour lire dans un écran, comment on fonctionne ? Il faut éteindre l'ordinateur, parce que la logique, on nettoie l'écran avec un tissu doux ou une lingette pour écran, on pose l'intention de le purifier avant de commencer. On peut aussi visualiser une lumière blanche comme précédemment, donc, qui se balaye de droite à gauche, de gauche à droite, pardon. On prend deux bougies, on les dispose de chaque côté de l'écran, donc vraiment à côté de l'écran, faut pas que ça se reflète dans l'écran. On éteint les lumières de la pièce, on ferme les stores ainsi que la porte. Ok, ce qui fait qu'en fait la seule source de lumière ça va vraiment être les deux bougies qui ne se reflètent pas dans l'écran, on le répète. On s'assied devant l'écran ou de côté. À ce moment-là on respire profondément, on ferme les yeux et on laisse la question se former dans notre esprit. Si on n'a pas de question précise, posez l'intention de recevoir un message au travers de mots, de couleurs ou de symboles. Ouvrez les yeux à moitié, regardez dans l'écran. Détendez-vous, respirez, imaginez que vous êtes en train de vous ouvrir à la réception de toutes les impressions qui pourraient surgir. Regardez au-delà de votre propre reflet. Ayez confiance en vous, en votre expérience. Vous pouvez détecter une couleur ou les contours d'une forme dans votre vision périphérique. Quelquefois aussi, une image se forme sur l'écran ou dans votre esprit. Examinez ce que l'image ou la couleur signifie pour vous. Et là c'est marrant, et c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est qu'en fait, quand on parlait d'interprétation et de formes et de symboles, moi ça me faisait beaucoup penser du coup à l'interprétation de symboles et de formes qu'on pouvait retrouver dans la caféomancie, donc lire dans le marc de café, ou ne serait-ce même que dans les feuilles de thé. Et bien le livre, il fait mention, puisqu'il dit voir aussi les interprétations pour la divination dans les feuilles de thé à partir de la page 74, ou reportez-vous à un dictionnaire d'interprétation des rêves. Donc en fait, comme si ces symboles-là, avec ces interprétations-là, elles étaient un peu universelles pour différents types de divination finalement. Une fois que la séance est terminée, on éteint les bougies, et ensuite on note
on consigne sa séance. Ce qui est super sympa aussi avec ce bouquin, c'est qu'on vous propose une page pour consigner votre séance. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On nous donne une méthode alternative avec un miroir classique. Alors ça me fait vraiment très très rire dans le sens où sur la plupart des sites ou des livres du coup que j'ai utilisés pour mes recherches, la méthode la plus classique, c'était vraiment le miroir. Pas le miroir noir, pas l'écran d'ordinateur, c'était vraiment le miroir. Et là pour le coup, ce livre il inverse un peu tout. Il va d'abord nous parler du miroir noir et vraiment pour lui la méthode principale ça va être lire dans un écran. Ce que je trouve vraiment très très drôle personnellement. Donc cette méthode alternative, on nous dit: pour utiliser un miroir classique, cherchez une pièce sombre sans aucune autre surface réfléchissante. Par exemple, donc il ne faut pas qu'il y ait des miroirs au mur. On estime que les miroirs anciens sont les meilleurs, sans doute parce qu'ils ont des empreintes énergétiques résiduelles. Tu suis la même méthode qu'au-dessus, donc t'allumes 2 bougies dans une pièce, tu te souviens d'envelopper d'une lumière blanche comme protection, etc. Car les vieux miroirs portent souvent en eux des reliques de leurs anciens propriétaires. Et ça, c'est un truc qu'on voit très très souvent aussi de personnes qui achètent par exemple de superbes miroirs dans des brocantes et en fait derrière qui vont se retrouver avec des énergies un peu parfois pas forcément néfastes mais vraiment lourdes, un peu comme si en fait tu trimballais les bagages d'une famille ou ce genre de choses, outre le fait qu'il arrive très souvent que on se retrouve avec des objets hantés en fait qui ont simplement une énergie résiduelle d'esprit ou tout du moins de vie des anciens propriétaires, etc. Donc c'est toujours intéressant, peu importe ce que vous achetez dans une brocante, dans un vide-grenier, de purifier l'objet de manière à ce qu'en fait il soit clean en termes d'énergie et que vous retrouviez pas avec quelque chose de vraiment lourd quoi. Donc voilà, c'était du coup pour notre petite méthode de divination par les miroirs. Il y avait beaucoup de choses à dire, cette vidéo risque d'être assez longue, mais comme vous pouvez le constater, il y avait vraiment beaucoup de sons de cloche, beaucoup d'informations, voire peut-être même un peu trop. Très compliqué du coup de vraiment se trouver un fil rouge et une véritable méthode finalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé et que peut-être vous testerez de votre côté ou que vous avez testé cette divination par les miroirs. Moi je pense que je vais tester personnellement parce que ça m'intrigue pas mal, mais j'ai bien envie d'avoir un outil particulier pour ça, donc je vais regarder pour me renseigner pour acheter un disque d'obsidienne noire pour pratiquer cette méthode là, mais ensuite libre à vous de la pratiquer comme vous le souhaitez. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et des bisous. Ciao ciao.